La mission des presbytériens au Congo est un sujet beaucoup trop grand pour un petit exposé comme le nôtre. Il y avait beaucoup de personnes, femmes et hommes, noirs et blancs, qui y ont contribué. Ce que nous faisons maintenant n'est qu'une petite esquisse de deux aspects. Première, un aperçu de la façon dont la mission était impliquée avec le pouvoir belge. Et deuxième, l'expérience des missionnaires africains-américains avec l'Église aux États-Unis et leurs collègues blancs avant 1960. À la fin, il y a un mot sur les relations entre les missionnaires et les Congolais et quelques signes de changement vers le meilleur du XXe siècle. Première partie. Le roi Léopold II s'est doté d'un énorme territoire en Afrique centrale qu'il a possédé personnellement de 1885 à 1908 sous le nom peu approprié de l'État indépendant du Congo. Il l'exploitait par l'intermédiaire de commerçants comme la compagnie du Kasaï qui ont utilisé des Africains pour forcer d'autres Africains à recruter les richesses du pays au profit des Européens. Un exemple bien connu est l'emploi des apposapes comme collecteurs de caoutchouc. Si les travailleurs ne produisaient pas assez, on leur coupait la main droite. Les missionnaires donnaient la responsabilité aux Européens plutôt qu'aux Congolais. Parmi ceux qui ont agi pour mettre fin à cette atrocité, le missionnaire presbytérien William Shepherd a joué un rôle bien connu. Finalement, le scandale a forcé le roi de livrer le territoire à la Belgique vers la fin de 1908. Au début, la PCM a tenu son distance du roi des Belges, et quand Shepherd a témoigné devant la cour, le gouvernement des États-Unis a soutenu les missionnaires. Les relations entre l'administration du Congo belge et les missionnaires s'empiraient à cause de leur rôle dans la révélation des autres atrocités et parce que Shepherd était noir. On peut esquisser les relations entre la PCM et le gouvernement à travers le programme d'éducation. Les Belges de l'époque favorisaient les catholiques, mais ils devaient tolérer les protestants par peur de soulever l'opposition internationale. Le gouvernement soutenait les écoles catholiques, mais pour les protestants, les Belges ne donnaient pas de subsides et ne reconnaissaient pas leur diplôme, ce qui rendait difficile la vie des Congolais qui faisaient leurs études chez les protestants. Une question pour le système d'éducation au Congo était celle du choix de la langue d'instruction. Les Belges ont décidé d'utiliser plusieurs langues bantoues et pendant des années, ils ont refusé d'enseigner le français. Pour faciliter la communication et le maintien du pouvoir, ils ont choisi le Tshiluba comme seule langue d'enseignement au Kasaï. Les missionnaires africains-américains, qui travaillaient pour la plupart chez les Kuba, ont écrit cette langue et ont commencé à écrire une littérature. La PCM a décidé d'organiser ses écoles en Tshiluba, un choix qui allait très bien avec le système belge. En partie, c'était simplement le choix le plus pratique pour la mission. Mais cela a contribué à une division parmi les missionnaires entre les Blancs et les Noirs, parce que ces dernières ont vu leur travail chez les Kuba mis de côté. Dans les années 1930 et surtout après la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement belge est devenu plus amical envers les protestants, en partie parce que l'administration à Bruxelles n'était plus beaucoup influencée par l'Église catholique. Les presbytériens aussi ont reculé de leur première méfiance des Belges. On a commencé l'enseignement en français. Le gouvernement soutenait les écoles protestantes aussi bien que les écoles catholiques. Les Belges ont ordonné que les missionnaires devaient passer une année en Belgique avant de venir au Congo. Il faut noter que les relations entre les missionnaires et le pouvoir belge ont changé à travers le temps. On le remarque clairement dans la méfiance avec laquelle les Belges regardaient les missionnaires noirs, les Africains-américains. Le cas de Shepherd l'a déclenché et le progrès du mouvement de Marcus Garvey dans les années 1920
a beaucoup élevé cette méfiance. En 1922, l'administration du Congo belge a refusé d'admettre plus de missionnaires noirs. Quand Alonzo Edmiston est parti à la retraite en 1941, il n'y avait plus de missionnaires africains-américains pour la première fois depuis le début en 1891. C'était le cas jusqu'en 1958. Les responsables de l'Église aux États-Unis et les missionnaires blancs, tous les deux acceptaient les idées des Belges. Ils partageaient le fondement raciste. Deuxième partie. Les missionnaires, toutes et tous, noirs et blancs, étaient profondément convaincus de leur mission de prêcher l'Évangile au Congo. Toutes et tous ont beaucoup travaillé et parfois ont payé avec leur vie. Mais pour les Noirs, il y avait plus de défis, surtout dans le manque de respect par les Blancs. Le fondement était l'idée fixe des Blancs qu'ils devaient toujours être à la tête. Il y a plusieurs exemples. Au début, Shepherd a dû attendre des années avant de partir pour l'Afrique, parce que les responsables de la PCUS ne l'acceptaient pas jusqu'au jour où il y avait un Blanc pour être à la tête de la mission. Après la mort de Lapsley, on n'était pas content parce que Shepherd a été laissé comme chef de la mission. Quand Alonzo et Althea Edmiston voulaient retourner au Congo en 1911, ils devaient attendre parce que l'Église aux États-Unis insistait qu'il fallait d'abord trouver 6 gens de première classe, c'est-à-dire des Blancs. Ils voulaient s'accommoder aux préjugés belges. Quant au missionnaire blanc, DeWitt Snyder était malade et devait rentrer en Amérique, l'Église américaine ne le permettait pas avant de trouver un homme blanc pour le remplacer, parce qu'on ne pouvait pas laisser la mission entre les mains des Noirs. Quand les stations des missionnaires étaient fixées, les Blancs étaient près des missions belges, des stations belges, et les Noirs plus loin. Ce n'est probablement pas un accident qu'après que Shepherd a été fêté en Europe, il a été obligé de se démissionner. Quand Althea Brown Edmiston voulait publier ses livres sur la langue Kuba, elle a dû attendre 20 ans et trouver un subside elle-même. Les Africains-Américains ont aussi vécu sous le paternalisme des Blancs et de l'Église et des missionnaires, surtout le contrôle moral. Malgré leur louange pour ses dons et son succès comme missionnaire, les collègues blancs de Shepherd ont utilisé son infidélité pour le forcer de se retirer de la mission. Il était vraiment sensible de sa faute et il a accepté la suspension de son ministère pour 1 année. Mais la façon dont ils ont utilisé sa faute montrait le paternalisme des autorités de l'Église. La seule African-Américaine à être admise au Congo après 1922 était Mademoiselle Edna May Atkinson, la deuxième épouse de M. Rochester, parce qu'on ne voulait pas lui laisser sans femme, malgré le fait qu'il avait bien travaillé seul pendant plus de 8 ans. Il faut dire que beaucoup de cette méfiance des Africains-Américains venait des préjugés de l'Église aux États-Unis. Et il y avait fréquemment des relations plus respectueuses entre les missionnaires eux-mêmes, blancs et noirs, malgré le fait que plusieurs missionnaires blancs partageaient aussi ces sentiments. Le climat de racisme aux États-Unis et dans la PCUS était un problème pour l'admission des missionnaires africains-américains, même avant l'influence des Belges. Souvenez-vous que c'est l'État de Jim Crow et du lynchage. Ayant établi que les Blancs doivent diriger la mission, la PCUS a accepté plusieurs Noirs comme missionnaires dans les premières 20 années, probablement en partie parce qu'ils semblaient mieux capables de survivre aux maladies des pays tropicaux. D'ailleurs, ce qu'on demandait comme qualification pour les Africains-Américains était parfois contradictoire. Les Blancs n'étaient pas très à l'aise avec l'éducation classique des Noirs qui ont étudié à Fisk University,
tels que Althea Brown. Mais ils ont exclu aussi des personnes moins bien éduquées, comme Mariah Fearing. C'était aussi une question de son âge. Quand elle a financé sa participation elle-même et commencé l'éducation des jeunes filles congolaises et appris la langue, finalement, on lui a accordé le salaire d'une missionnaire. Mais quant à l'éducation, la peau était plus importante. Pour avoir un blanc à la tête de la mission, la PCUS a envoyé un homme non qualifié, Samuel Phillips Werner, pour remplacer DeWitt Snyder, quand le dernier devait revenir aux États-Unis pour sa santé. Werner était un désastre et il a bientôt quitté la mission. Le racisme fleurissait aux États-Unis. Je vous donne seulement quelques exemples. En 1906, il y avait un compte-rendu dans un journal qui expliquait les problèmes d'Althea Brown. Pour être admise à la mission, elle devait adhérer à l'Église. Il y avait une paroisse à Nashville qui a accepté de la recevoir, mais elle ne pouvait pas paraître occulte ni dans le temple. On a dû l'inviter en cachette à venir à une réunion de prière le jeudi. Quand Shepherd voyageait pour présenter l'histoire de la mission dans les paroisses, il pouvait parler aux Blancs, mais au moment où ils se sont mis à la table, on a envoyé Shepherd à la cuisine pour manger avec les serviteurs. Aussi, quand Shepherd a publié son histoire au début de la mission, l'éditeur Blanc a insisté que le rôle de Lapsley soit mis en avant, et on n'a rien dit des succès de Shepherd comme leader ou de l'admiration des intellectuels de l'Europe pour lui. Jusqu'à maintenant, nous avons parlé des Américains. C'est important de dire quelque chose quant à leur relation avec les Congolais, mais je ne dis pas beaucoup parce que mes collègues, le Reverend Professeur Simon Kabwembala et le Reverend Kabala Mboyama, parleront des Congolais. Il y avait naturellement de paternalisme chez les Blancs envers les Congolais. Parfois, quelques-unes de ces idées étaient partagées par les missionnaires noirs. Cela se voit dans les idées de modestie quant aux habits, comme les photos de l'époque le montrent. Mademoiselle Fearing était fière de la façon dont ces jeunes filles s'habillaient, et Shepherd a loué les Kuba pour leurs habits. Il y avait quelques différences entre les Blancs et les Noirs quant à l'idée d'éduquer les Congolais en vue de leurs responsabilités pour l'Église. Aussi, on n'a pas parlé avec respect des Congolais employés comme serviteurs. On les appelait garçons, même quand ils étaient plus âgés que le chef de la maison. Troisième partie. Après la Deuxième Guerre mondiale, surtout vers le mi-siècle, des idées et des habitudes ont commencé à changer. Par exemple, les Africains-Américains étaient de nouveau admis comme missionnaires. Il y avait Mademoiselle Betty Jean Mitchell en 1958 et plus tard la famille Barnes et le pasteur Morrison Smith Mucci. Un autre signe était un changement dans la compréhension et le comportement des missionnaires blancs, surtout ceux qui ont grandi au Congo, qui parlaient Tshlubu ou Tshiketi ou une autre langue maternelle, aussi bien que l'anglais. Ceux pour lesquels presque tous les chrétiens autour d'eux comme enfants étaient des Congolais. Ceux pour lesquels presque tous les chrétiens autour d'eux comme enfants étaient des Congolais, qui ont travaillé comme collègues avec des Congolais, pour qui des Congolais étaient leur proche ami, le plus proche ami. Je prends ici le privilège de celle qui présente pour partager une histoire de mon père, Olumingi Wantalasha, dont le meilleur ami pendant plus que 45 ans était le pasteur Kabeya Paul. Ma mère m'a raconté une autre histoire qui s'est passée à Kankinda où mes parents enseignaient. Un soir, quand j'avais peut-être 5 ans, nous avions des invités pour souper, des étudiants de mes parents, et parmi les Congolais, il y avait un visiteur belge. Après avoir mangé, ma mère nous a dit de nous retirer pour la nuit, mais d'abord nous sommes allés embrasser chaque invité. Le Belge était étonné.
Je ne me souviens pas de cette occasion. Ce n'était pas la première ni la dernière fois. C'était évidemment l'habitude chez Ngulumingi Wantalasha de ne pas distinguer entre blanc et noir. Toi, c'est là.